Aujourd'hui, dans Faites-moi lire à nos futurs, je reçois Maï Traoré. Elle est proviseure depuis 2020, autrice. Elle est l'invitée des Champs libres de Rennes autour d'une question très forte. Habiter, est-ce déjà être classé? Dans ses livres comme dans ses prises de parole, on sent une même obsession, comprendre comment l'école, l'adresse, la couleur de peau, l'origine sociale ou territoriale peuvent précéder une personne avant même qu'elle ne parle. Bonjour Maï Traoré, ou devrais-je dire Madame la proviseure, la directrice? Bonjour Maï, c'est parfait. Vous avez écrit Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme, puis moi proviseur. Ce sont deux titres très forts, très exposés. Est-ce que chez vous, l'écriture naît d'abord d'une blessure, d'une colère, d'un devoir de vérité, ou simplement d'un besoin de remettre les choses à leur place? Alors, je répondrais que c'est surtout une urgence. C'est Mhm. une urgence pour moi, une urgence d'expression, une urgence dans la société dans laquelle je vis, où j'observe énormément de choses dérangeantes. Donc, c'est une urgence. À quel moment vous vous êtes dit, cette urgence, ça ne peut pas rester dans le huis clos de mon bureau de proviseur? À partir du moment où les clivages, à partir du moment où certains mettent leur énergie à creuser des fossés et à éloigner les humains les uns des autres. Depuis cette observation, je me suis dit, mais en fait, il faut aussi des voix de ceux qui ne sont pas d'accord, mais qui n'osent pas souvent le dire et qui restent, me semble-t-il, souvent dans une forme de résignance, tout en réclamant. Et moi, je ne veux pas être une résignée réclamante. Je veux être une agissante, souvent hurlante. Oui, donc en fait, vous êtes né à Bamako, vous êtes né dans un monde, mais vous avez grandi dans un autre. Vous connaissez donc des mondes différents et vous avez senti rapidement que certains lieux, vous étiez moins hospitaliers que d'autres, que certains le toléraient, et vous vous êtes dit, non, je ne tolère pas, mais en quoi la légitimité que vous a donnée votre poste de haut fonctionnaire, de proviseur, a ouvert les vannes? Je pense que ça vient depuis l'enfance et que Oui. ça vient depuis vraiment l'identité qui est la mienne, africaine, culturelle, Peul, puisque je suis issue d'une ethnie qui est nomade, qui bouge beaucoup, qui voyage à travers le monde et à travers tout le continent Afrique, 54 États. Et à 7 ans, je pense que j'ai commencé à être révoltée, mais révoltée en silence, vous l'avez dit, dans une société africaine, à l'époque et même encore maintenant, très hiérarchisée, très patriarcale, où être née femme, en tout cas née genrée dans le corps d'une femme, eh bien ça vous assignait d'emblée dans une position à laquelle vous ne pouviez pas bouger. Vous pouvez avoir tous les droits de manière invisible, mais lorsque vous essayez d'apporter de l'action, du concret avec ces droits qu'on vous dit supposément être les vôtres, vous vous heurtez à un plafond de verre, vous vous heurtez à une injustice invisible, silencieuse, qui fait partie d'un bien entendu sur lequel j'ai tout de suite observé à 7 ans que c'était injuste et j'ai commencé petit à petit à être révoltée, silencieuse. Donc cette sainte colère s'est mue en vous en un besoin d'affirmer votre puissance intellectuelle, votre puissance de travail, votre capacité à monter les échelons d'une société par son biais administratif. Vous êtes souvent présentée, vous êtes devenue la première femme noire d'origine africaine proviseure dans un lycée parisien. Quand vous avez réussi à briser ce fameux plafond de verre, ça vous a porté, ça vous a donné un élan, ou vous vous êtes dit, et vous êtes senti un peu écrasé, vous avez pris un petit temps pour vous remettre, et vous vous êtes dit, ça y est, je vais pouvoir aller de l'avant? Comment ça s'est passé en vous, humainement, en termes émotionnels? Intérieurement, je suis remplie de doutes. Intérieurement, j'ai peur parce que ce doute, je pense qu'il me fait avancer, mais avec aussi des garde-fous pour ne pas effectivement me perdre. Oui, j'ai eu peur. Il m'est arrivé des nuits entières d'avoir peur,
des nuits entières à ne pas dormir, des nuits entières à réfléchir et à me dire, mais comment vais-je pouvoir faire et assumer autant de responsabilités dans lesquelles je m'engage, autant de combats dans lesquels je m'engage? Quels sont effectivement les coups, les violences, affirmées, non affirmées, silencieuses, expressives, sur lesquelles je vais pouvoir effectivement me protéger, me prémunir? Parce que nous sommes des simples humains. Et des simples humains, avoir la peur, c'est une légitimité. Oui, j'ai beaucoup douté. Mais ce qui me conforte, c'est que je suis dans une rigueur et dans un élan, dans un engagement que je juge, moi, utile pour une jeunesse, pour la jeunesse, pour nos enfants et pour les enfants de la nation. Donc, Et c'est pour ça que je sers l'école. donc vous avez un fort mental et la certitude de la légitimité de vos valeurs. Le fort mental, je l'ai construit. Je l'ai Hmm. construit à travers des ouvrages qui m'ont porté, des premières lectures de mes 6, 7, 8 ans, ensuite aux romans sur lesquels j'ai commencé vraiment à me plonger et à découvrir qu'à travers le héros ou l'héroïne, eh bien, je pouvais m'incarner, moi. J'étais autant l'héroïne en lisant L'étrange destin de Wangrin, d'Amadou Bien Hampâté-Bâ, sûr. qu'en lisant Nana de Zola, Mhm. ou en étant dans cette tragédie des Rougon-Macquart, Mhm. ou en lisant du Balzac, ou du Montesquieu, ou etc. Tout ce siècle des Lumières et tous ces auteurs, philosophes, Bergson, etc., qui m'ont porté, qui m'ont amené à une réflexion sur une société. Mais ce qui m'a plus nourri, c'est l'histoire de l'ancien système français, de l'ancienne société française, à laquelle je suis allée chercher, en faisant mes études à la Sorbonne, comment elle était hiérarchisée, comment est-ce qu'elle s'était construite, par adéquation ou par opposition à la société africaine patriarcale que je connaissais. Très intéressant, oui. Et je me rends compte que c'est la même chose, Hmm. et que c'était la même chose, que la jeune femme, pour se marier, c'était la dot. C'est-à-dire que c'est la jeune femme qui apportait la dot pour se marier dans un certain milieu, bien évidemment. Dans la société malienne, africaine, moi, lorsque je me marie, c'est la dot. C'est le mari qui apporte la dot à la maison. Donc, vous voyez, je découvre cette Alors, comment vous similitude. faites le parallèle fonctionnel avec le système du patriarcat français? C'est pareil, c'est les hommes qui dominent, toujours. Le parallèle, il est là. Il est que ce sont les hommes qui ont le contrôle sur le corps des femmes. Ce sont les hommes qui ont le contrôle sur l'esprit des femmes. Ce sont les hommes, toujours, qui ont le contrôle sur comment est-ce que la femme doit se positionner, se comporter. Donc ce parallèle-là, il est totalement équilibré dans presque toutes les sociétés patriarcales. Les sociétés de matriarchie Oui, bien sont un peu sûr. différentes, mais et elles sont peu nombreuses d'ailleurs à travers le monde, mais toutes les sociétés occidentales ou africaines, elles arrivent à un même niveau. La différence, me semble-t-il, c'est qu'en Occident, nous avons eu énormément de femmes qui ont mené des combats, immenses combats. Je pense à toutes les Simone. Nous sommes dans une société où, en Occident, on s'est rendu compte que si ces femmes qui avaient des droits ne s'étaient pas rebellées, ne s'étaient pas distinguées à travers des combats intellectuels, des combats philosophiques, des condamnations de ce qui se passait. Effectivement, on peut remonter plus loin, même jusque tout ce que l'Église a pu faire ou a pu amener sous le sceau de la religion, ce qui a permis justement tout ce combat que je fais mien aujourd'hui sur la laïcité, sur la loi du 9 décembre 1905, par exemple. Là, je fais un long parallèle, mais ça a un moyen aussi d'apporter aux élèves actuellement les raisons, l'origine de ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme solution, comme respectabilité, d'être aujourd'hui assise en face de vous et de pouvoir parler, c'est parce que j'ai le bénéfice de tous ces combats. Sinon, je ne serais pas là. Et en fait, il y a il y a plusieurs Il y a choses, plusieurs hein. points. Mais on va se concentrer non seulement sur le parallèle que vous avez dressé, mais sur deux angles que vous convoquez en même temps, qui est d'une part finalement les structures sociopolitiques et les mentalités culturelles. Mm. Ma question, c'est dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a le plus freiné? C'est les mentalités ou les structures ou les deux? Très honnêtement, c'est les deux, mais de manière un peu plus hiérarchisée, c'est les mentalités. Parce que les structures, on peut toujours arriver à les faire bouger, Peu à peu, oui. peu à peu. Mais les mentalités,
il faut des générations entières et plusieurs générations pour que les mentalités évoluent. Et cela passe par l'éducation, cela passe par ce que les mères, les mamans qui enfantent, qui donnent la vie, que j'adore, que je valorise tout le temps, puissent, elles, dans leur mantra, expliquer à leurs enfants, filles ou garçons, qu'ils sont pareils. Ma fille, tu es belle, je t'aime. Mon fils, tu es beau, je t'aime. Mais que dans cette mentalité de construction, de la manière dont on éduque, de la manière dont on élève un enfant, lorsque on est déjà dans une forme de hiérarchisation, on perd. Et il m'est arrivé d'interroger des jeunes femmes, des mamans, des grands-mères, et de leur demander pourquoi. Elles qui sont héritières, garantes d'une forme de liberté, puisqu'on se dit en Afrique que les femmes sont très libres, puisque c'est elles qui décident, qui font effectivement tourner la société africaine, en Europe aussi, partout à travers le monde d'ailleurs. Et pourtant, j'ai constaté que certaines mamans, grand-mères ou jeunes filles reproduisaient exactement l'attendu invisible de ce que le patriarcat pose comme dogme. Les assignations. Des assignations, mais de manière totalement naturelle. Ma fille, tu vas débarrasser la table, tu vas faire la vaisselle. Tu vas m'aider à faire le ménage. Tu vas m'aider à faire les courses et le rangement. Le garçon, non. Je vais vous ramener à une anecdote que mon père a eu à vivre lorsqu'il naît en 1933 dans la ville de San, au Mali, qui est une région un peu éloignée de la capitale Bamako que tout le monde connaît. Mon père est l'aîné d'une fratrie de 11 enfants. Le colon, à l'époque, puisque la France était installée au Mali, dans le cadre de l'Afrique occidentale française, fait un choix dans chaque famille, c'est-à-dire que c'est l'aîné qui pouvait aller à l'école et bénéficier de l'instruction française. C'était un fait. Lorsque l'aîné de la famille était une fille, eh bien, on passait au deuxième. Cette inégalité-là, elle a été déjà posée depuis longtemps. Moi, mon père, parce qu'il était garçon, parce qu'il était l'aîné, a pu bénéficier de ces études-là et a pu bénéficier de l'enseignement de l'école et du système scolaire français. Ce qui donne aussi la conduite de ce que je suis, puisqu'il y a toujours une identité, plusieurs identités qui font une histoire pour arriver à être ce qu'on est. Oui, j'aimerais qu'on parle qu'on clôt cet aspect qui est plutôt lié au déséquilibre entre femmes et hommes au sein du patriarcat et qu'on aille plutôt sur la question du racisme, et notamment du racisme ordinaire. Oui. Parce que vous parlez beaucoup de racisme ordinaire. Qu'est-ce qui est le plus épuisant aujourd'hui? C'est le racisme frontal qui parfois revient malheureusement à la mode, ou est-ce que c'est l'accumulation des petites scènes qu'on a connues dans sa vie qui rappellent à quelqu'un qu'il n'est jamais tout à fait à sa place, même quand cette personne a gagné ses palmes académiques? Qui rappelle à la personne qu'elle n'est pas légitime, oui, mais je dirais les deux. À choisir, je condamne les deux, je ne choisis pas, mais le racisme que moi je condamne, c'est le racisme insidieux, c'est le racisme silencieux, c'est le racisme qui n'est pas verbalisé. Mais celui qui verbalise, qui en ce moment se sent autorisé à dire tout haut ce qu'il pouvait penser tout bas, ou à l'écrire à travers les vomitos que j'appelle les réseaux sociaux, cachés bien évidemment par un courage évident derrière son écran. Et donner son faux nom. Et donner son faux nom ou une fausse adresse. Une fausse adresse, bien sûr. Là, il y a un gros travail à faire sur le point du numérique, par les autorités pour arriver justement à ce que cette impunité cesse. Mais je pense qu'on va y arriver un jour. Moi, je condamne toute forme de racisme, d'antisémitisme, d'atteinte aux personnes, des individus. Qu'est-ce qui peut vous gêner dans la manière dont je suis, dans la manière que je puisse faire, à partir du moment où je n'interviens pas dans votre liberté et je ne vous atteins en rien? En quoi je peux vous gêner avec ma seule couleur de peau? Qu'est-ce que j'ai d'inférieur à vous?
lorsqu'on se regarde. Et le racisme insidieux que je peux dénoncer à travers certains de mes écrits, que je dénonce, pas que je m'autorise à dénoncer, c'est ne pas légitimer une personne qui est arrivée à la place qu'elle a obtenue par les concours anonymes. Hein. Je rappelle que les concours de la fonction publique sont anonymes, qu'il n'y a que des numéros, il n'y a plus le nom de famille qui peut être un frein, il n'y a plus la photo sur le CV qui peut être un frein, puisqu'on voit tout de suite la couleur, que ce concours obtenu, avec du travail, avec de la rigueur, avec de la passion et de l'envie d'exercer, en quoi cela peut-il vous gêner? Donc je ne me pose plus la question, je leur pose plus la question, j'ai pas de temps pour les haineux et les racistes. Est-ce que vous sentez quand même au fil du temps une décrue de ces formes de racisme insidieux, ou vous voyez plutôt une relocalisation sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous sentez chez les jeunes personnes dans les collèges et les lycées une décrue, une remontée? Est-ce que vous sentez quand même que les choses avancent, progressent, ou au contraire, quelque chose ne va pas? Alors moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein. Je ne suis pas dans Mais c'est très naturel bien. pessimiste. Je pense que cette question relèverait plutôt des études sociologiques sur lesquelles nous pouvons effectivement nous repérer pour voir un peu le degré de croissance ou de baisse sur la question. Ce que j'observe de moi au sein des Voilà. établissements scolaires dont j'ai eu l'immense honneur et le plaisir d'administrer, j'en ai eu 18 à travers les 3 académies franciliennes, Paris, Créteil, Versailles, dans lesquelles j'ai commencé comme surveillante déjà à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, l'Académie Versailles. Ensuite, j'ai eu un parcours de CPE, un parcours d'enseignante vacataire avant d'obtenir le concours et de passer par plusieurs établissements depuis 1995. Donc ça fait un petit moment. C'est une évolution des relations filles-garçons qui ont souvent tendance à se détériorer, qui ont souvent tendance à être chacun dans son couloir. Donc nous avons besoin pour le coup de faire nation et de faire que nos jeunes soient ensemble et plus du tout distincts. Mais ça, c'est beaucoup plus récent. Et au niveau des changements sur les religions, je dirais qu'avant, je pourrais même parler avant les années 2000, c'est quelque chose que j'observais pas du tout dans les cours de récréation. On pouvait se charrier, on pouvait se vanner sur telle religion, sur telle autre, sans que ça apporte des signalements sur des atteintes ou du... Parce qu'on habitait tous Ça se tend, là, vous voulez dire que ça se parce tend? qu'on habitait tous dans le même coin et qu'on se connaissait, qu'il y avait de l'humain. Oui, ça se tend. Entre quoi? Chrétiens, juifs et Toute forme de musulmans? religion, ça se tend parce qu'il y a un retrait des uns des autres et chacun reste dans sa communauté. Donc Ou un tente de repli rester. Il y a un communautaire. repli, il y a une avancée aussi du religieux avec certains établissements où on a pu observer des jeunes qui refusaient l'application de nos valeurs, de principes de laïcité, c'est-à-dire que l'école se doit de protéger les jeunes qui lui sont confiés. Et donc, l'école n'a pas le temps, n'a pas la place pour faire ni de la politique, ni faire du religieux, ou ni faire des finances. On est là pour de la pédagogie. Donc, il y a eu le cas, effectivement, des voiles, le cas des habits longs. Il y a eu une note de l'ancien ministre Attal qui a permis, effectivement, que tous les établissements puissent avoir le même son de cloche, c'est-à-dire c'est interdit. Et l'application de nos principes de laïcité au sein de l'éducation nationale est quelque chose de fondamental. J'entends bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fait que l'école est finalement, outre la question des moyens, qui est du manque de moyens, mais le problème, c'est est-ce que c'est pas que l'école est sommée de réparer seule ce que la société produit elle-même comme fracture? Parce que Très je veux dire, souvent, c'est pas dans la cour d'école que les garçons s'opposent aux filles musulmans, chrétiens, etc. C'est un phénomène de société. Et on demande à l'école républicaine, en raison de ses valeurs, de le réparer. Mais est-ce que c'est pas qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là? est-ce que cette société, la nôtre, est-ce qu'elle fonctionne? En ce moment, elle dysfonctionne. Alors c'est précisément ma question. Donc, Et elle alors quelle est la place de dysfonctionne, l'école dans tout cela? elle est centrale, elle est majeure. Et c'est à l'école de faire des choses, mais pas toute seule. Ça, c'est impossible. Si nous attendons tout de l'école, nous faisons une erreur majeure. Ah bah je pense. Oui. D'accord. Mais dans ce cas-là, il faut du courage politique, il faut du courage d'opinion, il faut du courage de la société civile, il faut du courage des personnes engagées Mais qui qui se manque alors? combattent.
qui manque pas, parce que si vous regardez l'engagement des jeunes au niveau des associations, l'engagement citoyen, vous voyez énormément de choses qui existent, qui sont là, on peut pas le nier. Ça, c'est un fait. C'est tout à fait Donc, juste. Hein. maintenant, il faut Mm. aussi que cette puissance des engagés de la société, elle puisse apporter comment dirais-je, un bras de fer avec les décideurs. Moi, je pense que les décideurs, il faut aussi les amener par le bulletin, hein, on sort des élections là, de vote, donc l'engagement, à ce qu'ils aillent sur une construction de la société, Donc, d'un projet. on est bien d'accord. Donc, ce que vous dites, c'est si malheureusement l'école devient de plus en plus une sorte de miroir brutal de la hiérarchisation sociale, plus qu'un lieu d'émancipation, ce qu'elle devrait être, c'est aussi parce que le politique et l'administratif ne fait pas assez, pas bien son boulot. Mais clairement pas assez. Moi, je le dis très tranquillement. Clairement pas assez. Je l'ai dénoncé. Arrêtons le millefeuille administratif que nous avons au sein de l'éducation nationale. Ce millefeuille, il peut être très bien, mais à chaque fois qu'on y injecte de la crème fraîche et qu'on saupoudre et qu'on rajoute à ce qu'on a déjà et qu'on n'a pas encore réussi à compléter ou à finir ou auquel on ne s'est pas attelé, moi je pense qu'on fait une erreur et qu'on oublie notre mission première, l'élève, la famille, le citoyen en devenir. Et c'est Donc ça une qui est sorte de important. choc de simplification aussi pour amener l'école aux valeurs premières de son rôle d'émancipation et peut-être même plus, et je vous pose la question, on n'arrive pas à un stade où l'école finit plus par classer et par même conduire les élèves à intérioriser ce classement. Je ne pense pas, parce que là, ça voudrait dire que l'école, Je vous provoque là. Hein. oui, je sens bien, mais j'y crois, moi, à notre école. Je dis pas mon école, je Vous dis y croyez, mais vous à souhaitez quand notre même école. J'y qu'on crois. fasse un coup de balai, qu'on y mette un coup de balai Alors, là. qu'on bouscule, mais avec son consentement, avec le Ah oui, bien sûr, consentement, bien sûr, n'est-ce bien pas? sûr. Qu'on bouscule. Le coup de balai, trop n'en faut. Il y a des bases, il y a des fondements qui sont absolument solides, sur lesquels nous ne devons jamais oublier. L'école élève, l'école apprend. Je suis le fruit de cette école-là. Parce que si je n'avais pas eu les livres, si je n'avais pas eu les maîtres, et on oublie aussi de rendre hommage aux enseignants, aux maîtres, aux professeurs, pour lesquels j'ai un immense respect. La tradition des Et hussards de la République. exactement, qui ne ménagent pas leur temps, qui sont pas très souvent bien payés, effectivement selon les territoires, et qui font un travail fondamental. C'est un sacerdoce que d'être enseignant. C'est un choix. Tout le monde n'y va pas parce que Et de franchement, il moins y en a moins de des... personnes y vont, faut le Et dire. alors oui et non, parce qu'il y a moins en moins... Effectivement, je ne nie pas les difficultés et je ne nie pas qu'il y a énormément de collègues qui sont en souffrance et qui nous quittent, mais il y en a d'autres qui viennent et qui sont encore... C'est ça, ce cycle-là qui est important. Donc Mais oui, tout va pas bien. ouais. Je ne suis pas Cassandre, je ne suis pas là non plus pour dire tout est beau, il est rose. Je viens de vous parler effectivement du politique, je viens de parler du courage qu'il faut pour pouvoir souvent faire des réformes utiles, Alors, permettant Maï, en termes de justement réforme, parce que d'avancer. pour faire que l'école républicaine reste une promesse crédible et non pas une nostalgie, ce qui serait terrible, euh, deux ou trois promesses, deux ou trois, si vous étiez alors, ministre de l'Éducation nationale, quel serait le grand changement, le grand bouleversement que vous mettriez en place? Alors, ministre de l'Éducation nationale, certainement pas. Et je pensais que vous m'appréciez un petit peu parce que vous m'avez invité. Vous me souhaitez quand même pas devenir ministre de l'Éducation nationale. Je tiens à ma santé mentale. Donc non, il n'en est pas question. Mais des cas concrets. Les chefs d'établissement sont des personnes qui connaissent leur établissement. J'ai souvent l'habitude de le dire dans mes écrits qu'on dirige un petit Matignon selon la taille de l'établissement ou un grand Matignon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chef d'établissement, il sait exactement ce qui est bien pour sa communauté éducative, pédagogique, scolaire, et qu'il faut lui faire confiance au chef d'établissement en lui donnant le pouvoir et l'autonomie des EPLE, donc établissement public local d'enseignement. Ça fait 40 ans qu'on nous parle de cette autonomie,
de cette liberté que nous devons avoir sans nous donner les moyens, et je parle de l'école publique. Et il faut, me semble-t-il, à un moment donné, qu'on arrive à l'autonomie des EPLE, permettant aux chefs d'établissement d'être véritablement en position de pouvoir, de décider, de prendre des décisions qui vont dans le bon sens pour la communauté scolaire, éducative. C'est très intéressant ce que vous dites, Maï. Mais alors là, est-ce que c'est réellement compatible avec cette tradition française d'une hiérarchisation verrouillante de l'administration, qui d'un côté peut vous dire on va vous laisser respirer en vous laissant plus de liberté, mais dans les faits, ça n'arrive pas. Je parlais de courage, ouais, je parlais de ça. Décision. Soyons conformes à ce qu'on peut dire, à la théorie, et mettons ça en pratique. Donc il faut déverrouiller là, il faut déverrouiller je ne dis pas totalement la prise administrative, mais pas totalement pour éviter d'avoir des îlots complètement indépendants et qui pourraient au contraire d'ailleurs tomber dans l'autre excès de devenir communautaires ou travailler à des intérêts contre-républicains. Absolument. Mais il faut une vigilance. Ouais, il faut une vigilance. Mais vous dites quand même, il y a un manque de confiance dans la capacité, la liberté et la foi des proviseurs en France. Je dis manque de moyens plutôt que de confiance. Donc, quand on donne les moyens à un chef d'établissement, à des proviseurs, et qu'on leur dit, et qu'ils posent un diagnostic pour véritablement élever leurs élèves, leurs professeurs, leur établissement, et faire en sorte qu'on sorte aussi de cette sacro-sainte idée bien reçue de ça c'est un bon lycée, ça c'est un mauvais lycée, ça c'est un moyen lycée. Non, tous les établissements se valent, puisque c'est l'école de la République qui doit former tous les enfants de manière équitable. Égalité ne veut pas dire équité, donc on le sait très bien. N'empêche que les moyens, c'est le nerf de la guerre, c'est la base sur laquelle les chefs d'établissement peuvent fonder leur diagnostic de pédagogie, leur diagnostic éducatif, culturel aussi. Mais vous savez, je vais vous dire, moi je suis totalement favorable à ce que les syndicats soient une force qui soit présente partout, parce que justement, ça permet de mettre des pare-feux et ça permet justement d'éviter ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si on donne trop, on peut aussi se retrouver face à des contraintes majeures qui pourraient être contre-productives. Donc, il est bon d'avoir de la liberté, mais d'avancer avec prudence. Je suis toujours très prudente, mais la confiance. Renforcer une sorte de corps intermédiaire à l'échelon des directions d'établissement, en laissant plus de liberté, mais une liberté qui est finalement encadrée par le fait que différentes instances politiques sont présentes, comme les syndicats, etc. etc. Et les parents d'élèves, etc. Voilà, etc. Mais que le chef d'établissement ait cette autonomie dont on parle depuis plus de 40 ans et la possibilité, avec les moyens qu'il lui faut, de piloter son établissement. Ce n'est pas un vain mot lorsqu'on est pilote. On est à la direction, on tient la manette. Et piloter un établissement, ça veut dire qu'on est vraiment en première ligne, et qu'être en première ligne, c'est aussi avoir le courage de sa politique pédagogique au sein de son établissement qui est portée uniquement et exclusivement, j'aime à le dire, pour et uniquement pour les élèves. Donc vous en pensez, protégeant les élèves. Alors, je vous ai demandé une promesse quand vous serez ministre de l'Éducation. J'ai bien compris que vous ne le souhaitiez pas. En tout cas, vous avancez une idée forte, Maëlie, une idée très forte, qui est de dire il faut peut-être desserrer quelque chose en France, le droit légitime des proviseurs à administrer avec un peu plus de liberté leur établissement. Et de moyens, et d'argent. Vous pensez que ça pourrait modifier la structure même du fonctionnement? Il me semble donc, à travers cette école que moi je découvre quand je quitte le Mali pour arriver et que j'ajoute à celle malienne, il y a beaucoup de choses encore à construire, mais tout n'est pas à jeter avec l'eau du bain, bien évidemment, mais qu'il faut qu'on sorte des dogmes qui nous bloquent et qui permettent justement que nous soyons en phase avec une société à l'horizon 2030-2050. Et là, la mue n'a pas encore été complètement engagée et il faut... Une forme de dogme, de structure à modifier pour relancer les choses, relancer un système dont les valeurs sont bonnes, initiales, mais qui sont arrivées à un état dysfonctionnel pour plein de raisons, mais qu'il ne s'agit pas de tout transformer, mais de modifier pour faire redémarrer une machine qui en elle-même
est bonne, si je vous entends bien. Oui. Alors, qui empêche le dogme? J'en arrive à une question un petit peu polémique. Hein. Bon, polémique, j'exagère, mais qu'est-ce qui vient de la société? Qu'est-ce qui vient de l'institution? Tout ça. Je vais faire un parallèle, mais vous allez le comprendre. Je fais un parallèle en tant que journaliste. La première femme noire à être présentatrice du JT en France, ça a été Audrey Pulvar en 2000. La première femme à être présentatrice du JT à la télévision néerlandaise a été en 1965. En 1965, en 2000. Il y a 35 ans de différence. Alors ma question, elle va être un peu rentre-dedans, notamment vous en tant que fonctionnaire, mais parfois, on est beaucoup à penser que l'administration avance moins vite que la société. Sans doute. Je vais pas dire le contraire. L'administration, elle avance à pas prudent. Sans doute que cette prudence mériterait d'être un petit peu plus accélérée, de passer une vitesse supérieure. Sans doute. Maintenant, la peur des personnes de aussi s'engager à être première et vous, journalistes, puisque vous avez fait un parallèle de vous, journalistes, à étiqueter première femme noire, etc., ne devrait-elle pas être gommée pour laisser place à la compétence de la personne plus qu'à sa couleur? Ah, mais j'en suis bien convaincu que là, Donc, moi, je fais des repères tout à fait, historiques pour tout à fait. l'analyse. Mais que retient le citoyen à travers son poste, derrière son poste? Qu'est-ce qu'il retient? Ah, c'est la première, elle a été marquée au fer rouge, première, temps, etc. Ça peut être un moyen, effectivement, d'exemplarité, comme ça peut être un moyen aussi de stigmatisation. Oui, non, là, ce que je voulais dire, ma question, elle est plus simple, je vais pour la poser autrement. Est-ce que vous ne pensez pas que la France, patrie des droits de l'homme, ne brille pas, ni dans le monde, mais même pas en Europe, hein, par la diversité de sa population qui arrive à des postes de hauts fonctionnaires? Ça revient à ce que j'avais annoncé, le terme dogme, que vous avez repris. Oui, parce qu'elle est encore figée, cette société. Mais elle tente à s'ouvrir, justement, pour permettre à cela. Mais pour cela, il faudrait que les citoyens qui pourraient avoir l'envie d'embrasser ces métiers ou d'occuper des fonctions à responsabilité haute et issues de la diversité, comme on dit, Ouais, c'est ça. puissent s'autoriser à le faire et ne plus avoir cette peur qu'on peut leur tendre de dire « tu n'y arriveras pas ». Donc, oui, la société française, elle s'ouvre, mais sans doute moins vite que d'autres pays à travers le monde, à travers l'Europe, et qu'on ne valorise pas. Et c'est là, j'attirais aussi l'attention sur le courage politique, sur l'engagement des citoyens qui pourraient les bousculer un petit peu, là, pour le coup, bousculer certains politiques, décisions politiques. Et là, pour le coup, je ne demande pas de consentement, hein. Comme tout à l'heure, je demandais le consentement, mais je ne demande pas de consentement. Mais je pense qu'il faut bousculer, mais par les urnes, de manière vraiment pacifique. Moi, je ne suis pas pour la violence, par les urnes, par l'éveil à la conscience civique, c'est-à-dire ce que je mène dans l'école avant le mois d'octobre, mettre en place des campagnes, expliquer aux jeunes en quoi ça consiste de voter, quelle est l'urgence de voter, quelles sont les décisions qui les gouvernent politiquement. Donc oui, il faudrait à un moment donné que ça tourne et que ça change véritablement, mais sans violence, juste avec les bulletins d'urne. Et ça commence. Hein. Espérons-le. Merci Maïf Traoré. Maïf Traoré était l'invité de Faites-moi lire et l'invité des Champs libres dans le cadre de nos futurs. Faites-moi lire, c'est fini. Et n'oubliez pas, si habiter, c'est souvent être classé, habiter, cela veut peut-être dire aussi savoir ouvrir ses portes aux autres.